À Ousselon, au plus profond du Diois, vit Jean-Yves Girard, Gigi pour tout le monde, et Dieu sait qu'il est connu. Fuyant la carrière tranquille qu'aspirait pour lui sa famille, il est devenu berger, après avoir rêvé, comme beaucoup d'autres, au Larzac. De la plaine provençale de la Crau aux alpages de Savoie, il a couru les sentiers, y laissant sa santé et ne gagnant guère. Mais cet air pur, ces bêtes par milliers, ces paysages magnifiques, il les a passionnément aimés. Et, par chance, il a un talent fou pour les raconter. Montagne, hein, c'est l'amour de la nature, c'est l'amour des animaux, quoi. C'est les brebis qui passent avant tout, même sur nous, quoi, même sur notre vie à nous, quoi. Du moment qu'on s'occupe d'animaux, je me suis tout de suite senti responsable, quoi. Dès qu'il y a une brebis qui est malade, c'est toi qui dois intervenir pour l'aider. La brebis, quand elle fonctionne naturellement dans la nature, elle se soigne d'elle-même. Elle sait, quand elle a des vers intestinaux ou pulmonaires, elle sait au printemps quelle plante va la soigner. Et c'est, pour moi, c'est souvent, je le dis aux jeunes maintenant, le métier de berger, c'est un métier de feignant. C'est-à-dire que, entre guillemets, hein, bien sûr, c'est-à-dire que c'est un métier d'observation. Toute la journée, tu les regardes, tes bêtes, ton troupeau. Puis ça te fait poser des questions. Tu te dis, mais tiens, aujourd'hui il pleut, pourquoi elles n'arrêtent pas de courir? Elles n'aiment pas l'eau. Elles n'aiment pas quand c'est humide. La brebis, ça aime bien quand c'est sec. Et ça, moi j'ai eu des vieux en Haute-Savoie, par exemple, où j'ai passé une saison en Haute-Savoie. J'ai eu 8 fois la neige au mois de juillet, 7 fois au mois d'août. Et quand il y a des vieux qui montaient un litre de gnôle et tout, parce qu'il faisait froid, hein, et je travaillais en plein mois de juillet, en plein mois d'août, mais avec la cagoule, le parapluie toute la journée, la neige, il me disait, mon pauvre berger, tu aurais mieux fait d'élever des canards. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit, la brebis, ça n'aime pas l'humidité. Quand c'est tout mouillé le matin, elle court, elle court, elle court. Tu vois, c'est un rythme, tu te mets au rythme des animaux. Et ça, moi j'ai aimé ça tout de suite. 200, dis donc, ça fait... C'est énorme, comment tu fais pour surveiller 200, c'est rien du tout. Les grands patrons du Sud que j'ai eus, parce que le berceau du pastoralisme, il n'y a rien à faire, mais c'est le Sud, hein, ça date depuis les Romains, ça, où quand les Arabes sont montés en Europe, ils ont amené le mérinos d'Arles, qui est devenu le mérinos d'Arles, des brebis qui venaient du Maghreb au départ. Et les Romains, ils transhumaient déjà dans les Alpes du temps des Romains. Il y a encore des ruines de bergeries romaines là-bas, dans le sud de la France, du côté de Arles, tout ça, la plaine de la Crau. Alors donc tu disais 200 c'est rien 200 c'est rien, on gardait des troupeaux entre 1000, 1500 jusqu'à 2000 têtes. Mais comment tu peux savoir que t'en perds pas? Ah ben au début, moi j'avais peur. J'ai essayé de les compter 10 par 10 pour savoir si j'en avais perdu ou pas. Je ne savais pas du tout. Elles arrivaient dans des semi-remorques, je savais qu'il y avait 450 à 500 têtes par semi-remorque. Et puis dans le pâturage, ils disaient, il y avait tant de camions, t'en as perdu, t'en as pas perdu. Puis petit à petit, les anciens t'apprennent. Dans un troupeau, pour savoir si tu as perdu des bêtes, en général, à Mérinos d'Arles, tu as quelques brebis qui sont noires dedans. Toi, elles naissent noires. Donc tous les jours, quand elles sont bien étendues dans le pâturage, tu comptes tes noires. Et s'il te manque une noire, c'est bien rare qu'elle soit partie toute seule. Autant il y en a 10 ou 15 ou 20, mais tu ne peux pas le savoir tant que tu ne comptes pas tout le monde.
Il faut les passer une par une. Quand tu as 1500 ou 2000 brebis, tu n'as jamais le temps de... Alors des fois, dans des passages entre des rochers délicats et tout, si le troupeau il est obligé de passer tous par là, alors là tu comptes. Après, voilà, une fois que tu as bien fait ton troupeau, c'est comme un bateau. C'est toi qui tiens le gouvernail. Mais tu as affaire à des animaux. Donc il faut que les bêtes, au bout d'un moment, quand tu travailles avec elles, elles te suivent quand tu les appelles. Et c'est là que tu fais ton troupeau. Tu vois, là j'ai eu beaucoup de difficultés les années, une fois que j'ai démarré, parce que pour constituer des gros troupeaux comme ça, pour que les éleveurs puissent employer un berger et payer le salaire d'un berger, avant la réforme de la PAC, parce que maintenant tout le monde touche des primes en pagaille, pour aider quoi. Mais avant, ils se groupaient à plusieurs propriétaires. Ce qui fait que les brebis, il y a un mélange de microbisme et tout, il y a des maladies qui se transmettent, etc. Même si elles ne sont pas porteuses d'une maladie, le fait de mélanger le troupeau, en fait, les premiers jours, les troupeaux ils se séparaient sans arrêt. Et c'est au berger à constituer son troupeau. Donc les 15 premiers jours, ben, c'est avec tes chiens que dès que tu vois que ça se sépare, hop, allez, on recommence. Et tes chiens, t'as dû apprendre à les maîtriser, quoi. Ah ben oui. Et ça, c'est vraiment un talent. Eh ben, ça fait partie du métier, quoi. Si t'as pas de bon chien, si t'as pas de chien, les brebis, elles le savent tout de suite. C'est le chien avec le berger qui dirige toute cette famille-là de moutons. Et il faut, par exemple, tu disais 2000 tout à l'heure. Alors 2000, ça fait combien de chiens? Il te faut combien de chiens? Il te faut au moins 2 chiens, minimum. Oh, seulement? Mais tu peux garder avec un seul chien. Une fois que ton troupeau il est fait, un chien qui se fait respecter, elles savent que ce sera tel chien qui... Mais voilà, c'est très fatigant pour un chien, hein, tous les jours, pour mener 2000 brebis. Tant que ton troupeau il n'est pas vraiment tranquille et tout, qu'il a confiance en toi et que moi, je prends confiance dans mon troupeau. Les anciens, ils m'ont appris, ils m'ont dit, c'est pas compliqué, ils disent tous ça. Et tant que tu n'as pas vécu ça, c'est pour ça que c'est un métier, tu ne peux pas apprendre ça dans une école. C'est l'école de la vie, c'est sur le terrain que tu apprends ton métier. Parce que tu t'aperçois très vite que tu fais des conneries. C'est rien de faire des conneries. Mais c'est là que tu as acquis des connaissances. C'est quand tu t'aperçois très vite que tu as fait une connerie. Tu vois? Parce que ça peut être très dangereux d'avoir 2000 brebis, à les faire manger à ras les falaises et tout. Si elles sont affolées, si tu envoies le chien pas là où il faut, elles peuvent toutes sauter. Hein. On parle du mouton de Parnieuge. Le mouton de Parnieuge, c'est la vérité. Tu as une brebis qui saute, tout le reste ils suivent. Hein. Et ça, petit à petit, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, au début on fait le berger. Et il n'y a qu'au bout de, quand tu as acquis une certaine expérience, où c'est de mieux en mieux, où tout se passe bien, où, voilà, c'est là que tu peux dire, on le dit jamais, mais au fond de soi, tu dis, ben voilà, je suis un berger, quoi. Alors, tu as été dans la plaine de la Crau, et puis bon, là, on est ici, c'est complètement différent comme paysage, avec les montagnes, tout ça. Alors, c'est pas le même métier d'une certaine manière, parce que c'est pas du tout la même configuration quand même. Ben si, c'est le même métier. Un berger, il peut garder dans les bois, il peut garder dans les montagnes, il peut garder dans les plaines. Ici, on n'a pas d'eau l'été. C'est très sec, hein, tu vois, la vallée de Saint-Nazaire-le-Désert, Peine-le-Sec, ça porte bien son nom. Et du coup, moi, j'ai toujours transhumé dans les Alpes. Chercher l'herbe et chercher l'eau. Et quand je rentrais à l'automne, je savais qu'ici, j'avais une bonne herbe pour l'hiver, avec un climat qui s'y prêtait aussi, parce qu'il y a très peu de neige ici. Et voilà, et je passais l'hiver ici, avec mon troupeau. Oui, ça fait partie du même métier, nous sommes des transhumants.
Ton année, elle ressemble à quoi? C'est-à-dire, comment ça se divise? Ben moi, mon année, quand j'ai monté mon troupeau à moi, je faisais agnoler au printemps. L'agnolage, c'est-à-dire elles ont leurs agneaux au printemps. Et ça, Je quand tu sortais de régler ça, bergerie, l'herbe était poussée ici. Et après, ben, on va chercher l'herbe dans les Alpes, plus haut, avec l'eau. Et voilà, moi je transhumais mon troupeau, mais en même temps je faisais le berger et je mélangeais mes bêtes avec d'autres éleveurs, en Savoie, en Haute-Savoie, en Isère, partout où j'ai trouvé une place, quoi. Alors, la saison morte pour toi, c'est quand? C'est quoi? C'est novembre, octobre? Il n'y a pas de saison morte, c'est tous les jours, tous les jours. Non, Ça mange tous les jours les bêtes. Quand elles étaient en bergerie, en agnolage, ben voilà, moi comme je transhumais l'été, et puis qu'ici j'ai très peu de terre, et bien en fait j'achetais du foin et du grain aux paysans de la vallée. Et pour les 2 mois où elles restaient en bergerie, faire leurs agneaux et tout, l'herbe poussait au printemps, et je sortais mes brebis et je restais 9 à 10 mois sur 12 dehors. J'ai été un berger de transhumance. C'est ta femme qui devait pas être contente, elle devait pas te voir. Ben, ma femme, elle me suivait parce qu'on avait un troupeau de chèvres, donc elle faisait les fromages de chèvres. En transhumance aussi, elle montait avec moi, avec les enfants. On emmenait la volaille, les chevaux, les ânes, les chats, les chiens, et on montait avec nos 2 enfants, quoi. Ce qui fait que dans la maison où on est en ce moment, vous étiez combien de mois par an? On était à la maison toute la saison d'hiver, quoi. Mais moi, j'ai pas vu grandir mes gamins, quoi. Parce que tous les jours, mais le matin, ben, je sortais mes brebis, je prenais ma biasse avec moi pour manger dehors. Et puis je rentrais le soir à la nuit, quoi. Comment on fait pour trouver un patron? On allait s'embaucher chez les grands patrons moutonniers, dans les foires de moutons, quoi. C'était surtout dans le sud de la France, hein, en Arles, à Salon de Provence, à Saint-Martin-de-Croix. Et là, pour montrer qu'on cherchait du travail, les bergers mettaient une plume à leur chapeau. Et les patrons qui étaient là sur la foire, ils repéraient les bergers qui cherchaient du travail comme ça. Alors, les patrons t'abordaient et ils disaient, bon, tu cherches du travail, ouais, et où c'est que tu as travaillé? Ben, tu vas leur dire que, ben, ouais, moi j'ai fait qu'une montagne au début, voilà. Chez qui? Chez tel patron. Alors, il prenait ton contact, et il dit, ben, je te rappellerai. J'enseignais chez le patron chez qui j'avais travaillé l'année d'avant, ben, tu peux y aller, c'est un bon berger et tout. Voilà. Si tu étais un peu malhonnête, ben, tu ne trouvais plus de travail, hein, parce que c'est... Dans la région PACA, la région Rhône-Alpes, plus ou moins tous les patrons ils se connaissent, quoi. Ils connaissent les montagnes et tout. Donc voilà, petit à petit, après c'était plus facile pour trouver du travail parce que tu avais travaillé chez un tel, tu avais travaillé chez un tel, etc. Alors maintenant c'est moins compliqué parce qu'avec les portables, bon, il y a des associations de bergers. Et il y a en particulier, depuis quelques années, là, un vieux berger où les patrons envoient les annonces. Et ce berger-là diffuse les annonces à tous les autres bergers au niveau national. C'est-à-dire, tel monsieur, telle montagne, cherche un berger, cherche un aide-berger aussi. Ils peuvent embaucher jusqu'à 2 bergers. Les éleveurs maintenant, ils sont aidés par rapport à la prédation du loup, où il faut une présence permanente du berger tout le temps, jour et nuit, à côté du troupeau. Donc ils embauchent des jeunes qui apprennent. Moi je trouve que c'est un bon système qui peut conserver le métier de berger, c'est que les jeunes apprennent avec un plus vieux berger, pour pouvoir être présents à 2, ou l'un ou l'autre se remplacer, présence permanente à côté du troupeau, jour et nuit. Mais avant, ben, on était souvent la solitude, quoi. Et pour moi, ça a été pour moi et la plupart des bergers, c'est à l'époque, hein, je parle, hein, il y a 30-40 ans en arrière, c'était l'acceptation de la solitude, parce qu'on était vraiment seuls. Moi, j'ai eu passer des montagnes, mes premières montagnes que j'ai fait, où il y avait très peu de tourisme en montagne.
Moi, je me rappelle courir après un randonneur pour lui demander s'il avait du tabac, parce que j'étais à 6 heures de marche de la première boutique, et je ne pouvais pas descendre comme je voulais, acheter mon tabac et acheter pour manger, quoi. Pour manger, justement, comment tu faisais pour l'approvisionnement? Ça se passait comment? Eh bien, voilà, on descendait, et moi, les premières montagnes que j'ai fait, j'avais presque plus rien à manger, et j'étais obligé de descendre, donc pas moyen de se faire remplacer, comment qu'on fait? Voilà, alors des fois, c'était quelques randonneurs qu'on trouvait, excusez-moi monsieur, ou les patrons qui vous montaient à manger, si le patron était sur place, mais voilà, quand vous avez un patron qui habite à côté d'Arles, et puis qui sa montagne est en Savoie ou en Haute-Savoie, ben voilà, c'est pas facile, quoi. Alors bon, on descendait avec les chevaux ou avec les ânes, on se ravitaillait pour un mois, quoi. On remontait et puis à la fin il n'y avait presque plus rien à manger, on était obligé de redescendre. Et en haut, il y avait un cabanon. Ah oui, oui, il y avait des cabanes, on appelle des cabanes. Bon, là maintenant, on a beaucoup de départements ont agi sur le pastoralisme pour conserver le patrimoine dans les montagnes. Et donc on a des chalets avec l'électricité solaire, la douche, tout ça. Là. Mais avant, on vivait comme... Nos chiens, souvent, ils étaient mieux, parce qu'ils trouvaient à se mettre à l'abri qu'on avait des cabanes pourries, quoi. Et bien sûr, hein, à plus de 2000 mètres d'altitude, les baraques, c'était des vieilles cabanes, quoi. Quand tu as eu ton troupeau, d'abord il avait combien de bêtes? J'ai eu envie d'avoir des brebis à moi, monter mon troupeau tel que je l'entendais. Et moi j'ai eu jusqu'à 230 mères. Donc quand je montais avec tous les agneaux, ça me faisait 400, 500 têtes, quoi. Il y a des bons et des mauvais troupeaux. Ça a bien changé. Hein. Depuis quand j'ai commencé mon métier, il y avait encore toute une tradition qui était en place. Vous voyez, vous preniez une brebis dans 2000 brebis, et c'était toutes les mêmes. Il y avait des meneurs, on appelait ça des floucas. Floucas, ça vient de flot, le flot de laine, on laissait des pompons sur le dos pour les repérer de loin. Ils venaient, quand on les appelait, les meneurs venaient, et les brebis, elles suivaient. Parce que la brebis, c'est un mouton de panurge, voilà. C'est des animaux qu'on enlevait de la mer à 2 jours ou 3 jours, qu'on élevait au biberon, et vous suivez comme un petit chien. Et les troupeaux étaient faits d'une certaine façon. On avait des gros boucs du Rhône, qui portaient les grosses cloches, là, les gros rodons. Alors c'est des sons graves, c'est ce qu'on entend le mieux dans le brouillard. Il n'y a que les sons graves qu'on entend dans le brouillard. Tous les sons aigus des cloches, on ne les entend pas dans le brouillard. Ou alors on les entend, il te semble entendre, il te semble que ton troupeau est là à côté dans le brouillard à 50 mètres parce que tu ne vois rien du tout, alors qu'il est à 500 mètres ou 1 km de là. J'ai gardé des troupeaux, encore traditionnels, hein, c'était la tradition hein, chez les vieux bergers. Tu avais 5 ou 6 boucs. Derrière chaque bouc, tu avais un mouton castré, un flouca, un meneur, qui suivait le son de cloche de son bouc. Et derrière chaque mouton castré, il y avait une 50aine de brebis. Tu vois, ça fonctionnait très bien, c'était beaucoup plus facile que maintenant. Parce que maintenant, plus personne ne prend le temps. C'était les bergers qui faisaient ça, qui élevaient les agneaux au biberon, qui les dressaient, on leur donnait un peu du grain, ils leur donnaient un nom. Là maintenant, ça s'est perdu. Alors c'est devenu difficile de prendre un troupeau en main, si tu veux, parce que c'est toute cette organisation dans le troupeau, tu vois, ça fait comme une ruche avec les abeilles. Toi, tu as la reine, tu as les bourdons, tu as les travailleuses, etc. Et un troupeau de moutons, ça se faisait comme ça avant. Donc, si ton meneur,
il partait dans la montagne, tu savais qu'il y avait tout le troupeau avec, parce qu'il y avait toute cette organisation derrière ce meneur-là. Et là maintenant, ça devient de plus en plus difficile, parce qu'il n'y a plus personne qui prend le temps, les bergers, d'élever des animaux biberons, etc., des meneurs. Tu vois, dans les grands abattoirs, par exemple, ils cherchent encore des gens qui peuvent leur vendre des meneurs, pour pouvoir faire monter les brebis dans les camions, pour pouvoir les faire sortir pour aller se faire abattre. Par exemple. Voilà. Dis donc, tu as parlé de la météo. Tu as dû voir avec le temps, tu as dû avoir les pires ennuis de temps à autre. Ben oui et non, parce qu'il suffisait d'observer tes brebis pour savoir que si demain il allait pleuvoir, ou s'il allait y avoir de l'orage ou de la neige. Pour moi, ce que j'ai vécu, c'est que tu es en communion permanente avec ton troupeau. Tu vois, des moments bon, que tu as du mal à accepter la solitude, que tu vois jamais personne, tu as quelque chose qui ne va pas bien dans tes tripes et dans ta tête. Et bien à ce moment-là, c'est plus toi qui dirige ton troupeau, c'est ton troupeau qui te dirige. Tu vois? On est en communion permanente avec les bêtes. Moi, quand ça n'allait pas dans ma tête, je pouvais que me réfugier dans mon troupeau. Les bêtes, c'est elles qui me menaient. Parce que je n'avais pas le droit de les abandonner. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Quand tu fais la comparaison, certainement tu as déjà entendu ça, dans la société, les hommes. Dans tous les pays, c'est comme ça. Tu as le gouverneur, tu as les moutons. Pour moi, un troupeau de moutons, ça fonctionne comme moi. Alors, moi, ça me réjouissait parce que c'était moi qui commandais tout ça. Sauf que dans ma vie, maintenant, eh bien, je vois que le gouvernement, toi, tu es au pied de l'échelle, quoi. Tu es un numéro. Voilà, moi, j'ai toujours fait cette comparaison-là. Tu devais marcher. Tu as dû marcher toute ta vie. Ah ben là, j'ai plus de genoux, là, maintenant. J'ai plus de genoux, j'ai plus de colonne vertébrale. Mais moi, je regrette pas le métier que j'ai fait. Tu avais du temps pour bouquiner, par exemple? Tu bouquinais un peu? J'ai eu des périodes où je lisais beaucoup. J'ai eu des périodes où j'écoutais la radio. J'ai eu des périodes où je lisais plus et j'écoutais plus la radio. J'étais en parfaite communion avec mes bêtes. Dans la nature, avec le soleil, avec la pluie, la neige. Comment tu vendais ta production? Eh ben, disons que c'est surtout depuis la réforme de la PAC, là, où ils ont mis ça en place sur l'Europe entière. Et moi, ça ne me plaisait pas, ça, parce que ça te coupe toutes tes libertés. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui ne te plaisait pas? C'était quoi qui n'allait pas? Eh bien, parce qu'on a commencé à nous dire il faut identifier les brebis, il faut faire ci, il faut faire ça. Toi, depuis qu'ils ont mis la réforme en place de la PAC, bon, c'est bien parce que les gens n'arrivaient plus à vivre du fruit de leur travail. Donc, ils ont mis des primes compensatrices aux vignes. Et de là, on a été obligé de se mettre aux normes. Ce qu'ils appellent les normes, quoi. Et ça n'avait rien à voir avec nos normes à nous, comment un troupeau il fonctionne. Tu vois. Par exemple, depuis qu'on a les loups en France, on nous oblige maintenant à rentrer les brebis à côté de la cabane, dans un parc électrifié, à mettre des chiens de protection, à ce que tu sois présent la nuit à côté de ton troupeau. Avant, nous, il n'y avait pas tout ça. Le soir, les brebis, naturellement, elles montent dans la montagne pour aller se coucher. Elles avaient plusieurs couchades. Et quand tu les envoyais à 7-8 heures le soir, que tu les avais gardées toute la journée,
Tu leur donnais le billet, on appelle, tu leur donnes le billet. Elles montaient, selon où elles allaient se coucher, ça te disait si elles se couchaient à l'abri du vent du nord ou du vent du sud, une autre couchade, tu pouvais être sûr que le lendemain, il allait pleuvoir ou il allait neiger. Elles nous donnaient la météo en plus. Et les brebis, elles se finissaient le ventre, elles arrivaient en haut à la couchade, elles se couchaient, elles avaient bien mangé, elles avaient toute la nuit pour ruminer. C'est là que les bêtes, elles profitent. Alors maintenant, comme on nous oblige, selon les pâturages, des fois tu es à 3 ou 4 heures de marche de ta cabane, le soir, il faut que tu redescendes tous les soirs tes brebis à côté de ta cabane. Mais les pauvres bêtes, quand elles ont 2 agneaux dans le ventre à l'automne, avant qu'on les redescende pour faire qu'elles fassent leurs agneaux dans les bergeries en bas, et tu les fusilles tes bêtes. Les pauvres bêtes, les agneaux, ils ne profitent pas. Ils font que courir en haut, en bas, en haut, en bas, et ils n'ont pas le temps de manger. Ils ont bousillé le métier en faisant ça. L'apparition de loups en France, venus d'Italie, provoque une vive polémique chez les éleveurs de moutons. Ils ont perdu de nombreuses bêtes, pertes qui sont plus ou moins indemnisées. Donne-nous une idée de ce que c'est que le loup ici, au point de vue importance, parce que pour les gens qui sont plus ou moins dans les plaines, tout ça, ils ne se représentent pas l'importance du nombre de loups, le danger que ça représente, ici, là, dans la Drôme. Ben là, on en a eu 5 l'année dernière. On est arrivé à plus de 9000 têtes au niveau national de mortes, constatées, tuées par les loups, en France. Ça fait des années qu'on se bat. Nous, on n'en veut pas du loup. Un berger n'a jamais pu faire avec un loup. Ce ne sont même plus des vrais loups. Ils ont été croisés avec des chiens. Et nous, voilà. Alors maintenant, on est coincé quand on demande, dans les années à venir, on va demander les indemnisations en préfecture sur le dégât sur nos troupeaux. Ils risquent de nous dire, mais attention, maintenant, vous n'avez pas affaire à des vrais loups, vous avez affaire à des hybrides. Parce qu'on se rend bien compte que ça fait 2 ou 3 ans et ils ont de plus en plus de difficultés à nous rembourser les dégâts. Ah oui. Et oui, ça revient à des sommes énormes. Toi, par exemple, tu as eu combien de bêtes qui ont été mangées? Moi, au début des loups, là, on allait manifester à Grenoble et tout, avec les cadavres de nos bêtes, on allait faire des manifs et tout. À l'époque, ils ont mis un quota par attaque. Il fallait avoir tant de brebis tuées par le loup pour être remboursé. Si tu en avais 1 ou 2 en moins du quota qu'ils avaient défini, eh ben c'était tout pour toi. Moi, une année, j'y ai laissé 2 millions d'anciens francs. Je n'ai pas été remboursé, rien du tout. Ça n'a pas été prouvé loup. Moi, j'ai eu des cas, des copains, en Savoie, sur une attaque où il y a eu 6 brebis, on leur a compté 3 brebis tuées par le loup et 3 brebis tuées par un chien. Ça valait pas. Eh bien, ces 3 brebis, n'ont pas été remboursés. Qu'est-ce que vous voulez au bout d'un moment? Mais faites le plomb. Ça fait plus de 20 ans qu'on se bat là pour ça. Regardez les résultats. On nous a forcé à prendre des chiens de protection. Jamais on a eu besoin de chiens de protection. Mais c'est des chiens ça maintenant. On se retrouve plus dans les tribunaux par rapport à nos chiens qui ont mordu les randonneurs que par rapport aux loups. Il y a de plus en plus de loups. On n'a jamais les résultats des comptages officiels de la part de l'État. On n'a jamais les résultats des analyses qui sont prises sur nos brebis. Savoir si c'est du loup hybride ou si c'est des vrais loups. Pour moi, le loup c'est un animal qui se respecte comme un autre animal, sauf que c'est un prédateur. Mais qu'on nous respecte à nous. Pourquoi nos anciens les ont enlevés les loups? C'est bien parce que les gamins, les femmes qui travaillaient dans la nature avant, dans les montagnes, à la campagne, ils se faisaient bouffer. Et moi j'ai été voyager en Pologne, là-bas, dans les Carpates. Il y a encore, en Roumanie, il y a encore des gens qui se font tuer et manger par les loups. Là maintenant on a affaire à des chiens. Des vrais loups, il y en a très peu. Ils sont croisés avec des chiens, ils ont peur de rien. C'est tout pour le business, ça. C'est des histoires d'argent. L'Office national des forêts, ils ont loué leur forêt pour la chasse. Ça augmente sans arrêt, sans arrêt. Dans les petites ACCA,
l'association communale de chasse agréée. Les paysans du coin, nous, pourquoi on chasse? Parce qu'on se fait tout détruire nos cultures. Il y a des chasses privées, des citadins qui viennent, là, ils ont énormément d'argent. Ils achètent des terres, rien que pour la chasse. Regardez les catastrophes écologiques qu'ils ont fait là. Il y a du pin autrichien ici, là. Ils ont arraché tous les arbres et tout pour planter des pins autrichiens. Maintenant, c'est les chenilles processionnaires qui ont tout bouffé. Alors les chenilles processionnaires, ben, nous là, quand je suis arrivé ici il y a 20 ans, on n'avait pratiquement pas de chenilles processionnaires. Il y en avait déjà un peu là-bas dans l'ONF. Et bien maintenant, alors on nous oblige, là, c'est ce que j'ai appris par la radio, hein, c'est que c'est la loi, si vous avez des chenilles processionnaires chez vous, il faut les détruire. L'ONF, là, ils n'ont jamais détruit leurs chenilles processionnaires. Là. Vous voyez les lois? Voilà. Moi je dis, c'est à l'État de monter l'exemple. T'étais pas d'ici. Quand t'es arrivé ici, comment t'as été accueilli par les gens d'ici? Ben déjà, historiquement parlant, moi je dis le département de la Drôme, tu vois, moi je suis pas du tout religieux ni croyant en aucune religion. Mais quand même, ici, dans la région, que ce soit le Vercors, les gens sont ouverts. Pourquoi? Parce que c'était des résistants. Déjà, au niveau des protestants, pendant les guerres contre les catholiques et tout, c'est des gens protestants, qui se sont réfugiés dans des coins où c'est très difficile à vivre. Tu vois, ici, moi, par exemple, chez moi, j'ai pas d'eau. Je récupère l'eau de pluie, dans des citernes. Toutes les fermes ici, pratiquement, il n'y a pas de source. Donc ces gens-là, ils se sont réfugiés dans des coins perdus, comme ici. C'était résistant. Après, en 1944, la guerre, il y a eu la résistance dans le Vercors, dans le Diois, dans les Baronnies, dans tous des coins un peu perdus comme ça. Et les gens, ils sont beaucoup plus accueillants, je trouve. Au début, ils te jugent comme de partout. Voilà, t'es un hippie, t'es un manouche. Et puis, bon, moi, par mon métier, je suis comme eux, je suis un paysan. Je travaille avec des bêtes, je travaille sur le pâturage, tout ça. Je dis, mais lui, c'est un berger. Et là, maintenant, ça fait 25 ans que je suis ici. Il y a des moments, tu vois, quand on a enterré mon vieux voisin qui était un berger aussi, là. Il est mort en 2001. Et bien là, j'ai découvert une chose, c'est que sa famille, ils ont dit, Gigi, c'était ton copain. C'était un berger comme toi, tu le portes avec nous dans le trou. Et là, ça m'a... Voilà. Au bout d'un moment, ici, les gens, ils sont solidaires. C'est comme si tu faisais partie de leur famille. Ça, c'est des façons de faire, ça s'est perdu en France. Je trouve dommage dans le relationnel. Dans les montagnes, qu'est-ce que tu veux? Tout le monde travaille dur pour vivre. Mais si on n'est pas soudés les uns les autres, mais... Le jour où il y a un gros pépin, on va tous y passer. Donc les gens, ils ont gardé une certaine solidarité entre eux. Les gens d'ici, ils arrivent encore à vivre ou bien... Ceux qui ont réussi à avoir des exploitations un peu plus grosses que les autres, oui, ils ont les enfants, les petits-enfants qui ont repris derrière. Mais c'est difficile, hein, il faut se battre pour conserver nos écoles, pour conserver... Voilà. Là, maintenant, je vois, moi, ça fait 25 ans qu'on est là.
on a participé à faire le transport scolaire, en ramassant les gamins dans les villages autour. Et c'est très dur pour maintenir une école. Et dans un village, s'il n'y a plus d'école, s'il n'y a plus un bistrot, moi je le dis depuis longtemps, et je dis maintenant le seul commerce qui reste dans tous les coins défavorisés, c'est malheureux, mais c'est les pompes funèbres. C'est tout. C'est la mort des pays, ça. C'est la mort des pays. Et là, maintenant, tu as des gens, moi, de plus en plus, tu as des gens qui ont envie de vivre ça. Qui en ont marre de la ville, les jeunes. Ils arrivent ici. Mais voilà, le système est fait que pour vivre, il faut de plus en plus de surface, il faut de plus en plus de terre pour vivre comme agriculteur. Et on empêche les jeunes de s'installer. Le système, il est tellement fait d'une façon que c'est très difficile pour un jeune actuellement. Moi, je me suis battu pour faire ma place ici. Et tu as vécu, tu avais suffisamment d'argent pour t'en sortir? Mais de l'argent, on n'en a jamais eu beaucoup. Mais moi, je me suis nourri de mon travail. Mais quand j'appelle d'une certaine nourriture, il n'y a pas que l'argent qui compte. Bien sûr qu'il faut de l'argent pour manger. Pour tout le monde, c'est pareil. Mais quand je discute avec les touristes, avec les randonneurs, qui te voient là, tranquille, en train de garder tes brebis, assis par terre, à l'abri de la bise, t'es bien et tout. Les gens qui ont une certaine approche, parce que les autres, je les envoie chier tout de suite. Mais les gens qui ont une certaine approche, qui viennent vers toi, ça les fait rêver de te voir là. Je dis, mais pourquoi vous voulez réaliser? Moi, je ferais bien ce métier. Réalise ton rêve. Ah ouais, mais tu te rends pas compte, moi j'ai des emprunts pour la voiture, j'ai des emprunts pour la maison, j'ai des emprunts. Et moi j'en ai pas eu des emprunts, quand je suis arrivé ici, j'avais 1500 francs sur mon compte. J'ai réussi à acheter, j'ai fait comme eux, j'ai emprunté au Crédit Agricole, et puis j'ai payé pendant 12 ans, et j'ai acheté 17 hectares de terre, et ma maison. Mais mon rêve, je l'ai réalisé, je l'ai vécu. Je continuais à rêver, tout en travaillant. Je me suis nourri d'autre chose que de l'argent. Et ça, c'est beau, quoi. J'ai choisi mon métier, j'ai réussi à le pratiquer comme je l'avais envie. J'en ai chié, mais bon, je suis content. Au fond de moi-même, j'ai les boyaux de la tête, ils sont toujours en santé, quoi. Le reste, c'est tout foutu. Mais bon, on s'en fout de ça. Tu as des enfants. Est-ce que tu voudrais que tes enfants ils fassent comme toi? Mais bien sûr, j'ai voulu ça. Mais je ne pouvais pas les obliger à faire ça. Eux, ils avaient qu'une envie, c'est d'aller vivre en ville. Ils ont vécu ça. Attends, on marchait 8 jours et on les a toujours charriés depuis tout bébé. Ils ont appris à marcher à la montagne, et à ramasser les pissenlits, à ramasser les champignons tout petit. Mon gamin, il avait quoi, 4-5 ans, il emmenait les touristes qui arrivaient à la cabane. Et quand il voulait monter à tel col, là-bas, il a 4-5 ans, il disait attention, mon papa il a dit ça, il ne faut pas y manger parce que c'est poison, et ça. Voilà, mes gamins ils ont été élevés là-dedans. Moi j'estime qu'ils ont envie de voir autre chose maintenant. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer. S'ils reviennent ici un jour, que je sois là ou que je sois mort, ils sauront s'en sortir. Parce qu'ils savent comment il faut faire pour manger ici. Ils savent semer, ils savent, voilà. C'est la vie ça. Enfin, moi, c'est tel que je la conçois. Je vois tellement des gens malheureux en ville. Les gens, ils travaillent parce qu'il faut avoir un travail pour manger. Mais ils ne sont pas contents de ce qu'ils font comme boulot. Bon, c'est ça que j'appelle une nourriture autre que de l'argent. Moi, je me nourrissais de voir mes brebis contentes. Elles arrivaient, elles avaient l'estomac gonflé comme ça, elles se couchaient. Tout allait bien. Voilà. Mais quand vous avez le loup, que vous êtes obligé de vous lever 3 ou 4 fois dans la nuit avec le fusil, qui vous mange les brebis et tout, là ça vous casse tout ce que votre travail depuis des années et des années et des années. Toutes les brebis perdues, on s'est battu pendant des années pour qu'ils nous remboursent les brebis perdues à la suite d'une attaque de loup, parce qu'il y en a, on ne les retrouve jamais. On s'est battu, bon. C'est pas complètement qui rembourse, mais enfin un peu mieux. Mais toutes celles que quand vous mettez le bélier derrière à l'automne, qu'elles ont stressé tout l'été, elles coulent la semence du bélier. L'agnelage au printemps, quand vous avez 300 brebis qui peuvent vous faire jusqu'à 500 agneaux,
vous vous retrouvez avec 25 ou 30 agneaux. Et là, il n'y a personne qui rembourse. Et là, vous pouvez mettre la clé sous la porte, je vous garantis. Pourquoi on a voulu du loup en France? Pourquoi nos anciens les ont enlevés? Qu'on nous laisse faire. Là, maintenant, on est envahi de loups. Il y a 23 départements en France qui ont du loup. Maintenant, on les enlèvera plus. Pourquoi ils ont mis une loi? Pourquoi on se retrouve dans les tribunaux? Oh, un berger en France, actuellement, s'il se fait coincer qu'il tue un loup et qu'il n'est pas autorisé par monsieur le préfet à porter l'arme, etc., en tir de défense et tout, c'est 1 an d'emprisonnement et 10 000 €. De quel droit, dans les tribunaux, on retrouve la Ligue protectrice des oiseaux? Ils n'ont qu'à s'occuper des oiseaux, qu'est-ce qui nous emmerde ces gens-là? France Nature Environnement, Brigitte Bardot, la SPA et tout, pour maltraitance à animaux. Mais merde, les loups, comment... moi j'ai trouvé des agneaux à moi que j'avais élevés au biberon avec mes gamins. Mangés à moitié, ils étaient encore vivants. D'accord, moi je veux bien accepter que ça soit la nature, que ça soit un prédateur. Mais de quel droit on nous met dans les tribunaux pour ça? La nature leur appartient pas plus à eux qu'à nous. On est en train de tuer notre métier. Et avec notre métier, ils tueront beaucoup de choses. Ils veulent protéger la biodiversité. Mais quand il n'y aura plus de bergers, vous allez voir comment ça va faire. La nature, elle reprend toujours le dessus. Ici, on est sur la commune d'Osselon. Autrefois, il y avait combien de bergers? Il y a eu jusqu'à 850 habitants sur cette commune au 19e siècle. Actuellement, nous sommes 9 habitants sur toute la commune. 5 habitants ici, et les autres, c'est au village. Il n'y a plus personne au village. Il n'y a plus de vie. L'hiver, où il n'y a plus de cheminée qui fume. C'est la mort. Là, rien que la montagne d'Osselon, hein, il y avait 5 ou 6 troupeaux. Toutes les fermes, il y avait un peu des chèvres, un peu des moutons. Les gens, ils travaillaient avec un bœuf, 2 mulets. Le progrès a amené des meilleures choses. Les gens ici, mes voisins, ils ont eu l'électricité en 1964. C'est pas si vieux que ça, moi je suis né en 55. Ils faisaient leur pain, ils survivaient. De la survie. Moi je me rappelle quand je parlais avec Fernande, mon ancienne voisine, qui a gardé les brebis toute sa vie, elle aussi. Elle disait la première chose, quand ils ont eu l'électricité, elle a acheté une machine à laver. Parce qu'ils faisaient la lessive et ils n'avaient pas d'eau. Ils faisaient la lessive 1 ou 2 fois par an. Elle descendait en bas à la source de la Catarèze, là-bas, à 1 heure de marche à pied pour aller faire sa lessive. Parce qu'ils n'avaient pas d'eau, ils économisaient l'eau. Moi, depuis que je suis arrivé ici, avec un troupeau et tout, j'ai que de l'eau de citerne. Je vais vous dire que mes gamins, quand ils ouvrent le robinet à fond, attention. Le robinet, tu le fermes plus de moitié. Juste pour te laver les mains, c'est pas la peine de... Le changement climatique, tu l'as vu toi? Oui, moi, depuis le temps que je suis au cul des brebis dans la nature, bien sûr que ça change. Il y a des oiseaux qu'on ne voit plus du tout. Par contre, il y en a qui sont en prolifération. Le renard, quand il y avait du monde ici, bien sûr, le renard, il venait manger les poules. Mais maintenant, tout le monde piégeait ici. Moi, les anciens ici, ils vendaient les peaux de renard, ils vendaient les peaux de martre, les peaux de fouine. Ils les vendaient à 10, là, il y avait un monsieur. Quand tu vendais une peau de renard, tu pouvais acheter une paire de chaussures, moi, les anciens, ils me disaient. Et maintenant, il n'y a plus personne qui piège. Eh bien, les renards, ils prolifèrent. Bah, nous, pendant des années, avec de la volaille, on a arrêté, on se faisait tout bouffer par les fouines, par les aigles, par tout ça. Tu peux te retrouver au tribunal parce que tu as tué un renard, tu vois. Mais merde, eux, les citadins qui viennent ici, ils n'ont pas de jardin, ils ne se font rien bouffer. Nous, on se fait tout bouffer. Alors que pour nous, c'est vital, quoi. Je veux dire, regarde-moi, si je touche 340 € de retraite, si je chasse pas un peu pour mettre un peu dans mon congélateur, et puis si je fais pas mon jardinage pour faire tous nos légumes pour l'hiver, les bocaux et tout ça, comment tu t'en sors? Moi, je me demande, ceux qui sont le plus à plaindre, c'est tous ces gens qui sont dans la ville. Comment ils font pour manger? Ils vont se retrouver sur le trottoir. Toi, c'est la société qui veut pas, qui va pas. C'est pas assez partagé.
Tu étais obligé de prendre le poing comme ça, les armes, et puis d'aller gueuler, quoi. Et encore, on a de la chance, tu vois, pendant 3 ans, on a eu une sous-préfète qui s'est occupée de nous. Elle a pris son travail à cœur, parce que même le préfet et les sous-préfets du département, à chaque fois que monsieur le préfet déléguait la garderie nationale pour faire un tir de prélèvement sur un loup qui bouffait nos brebis, ici ils en ont tué 2 l'année dernière, il se retrouvait au tribunal administratif à Grenoble, monsieur le préfet. À quoi ça sert de faire des lois si même un préfet ne peut pas les faire appliquer? C'est bien joli de vouloir protéger les animaux, hein. Et nous, le travail qu'on fait, tu crois qu'on les protège pas, nos brebis? Qu'on ne protège pas les chamois et tout ça? C'est pas parce qu'on est chasseur et que de temps en temps, on régule la population. Ils en sont conscients quand ils sont arrivés ici, qu'ils nous ont tout mis en Natura 2000, en zone naturelle sensible, en zone d'intérêt faunistique et floristique. Et ça fait combien d'années qu'ils ont mis ça en place ici, sur toute la commune, pratiquement. J'aurais dit, écoutez, messieurs, dames, moi je vais accuser personne en réunion, là, moi, l'ami. Mais enfin, depuis, ben, on a du lynx, on a du loup. J'accuse personne. Et maintenant qu'il y est, c'est nous qu'on pâtit de tout ça. Ils veulent protéger la nature, mais il ferait mieux de protéger les derniers paysans qu'il y a ici, qui s'accrochent à leur bout de montagne, là. Parce qu'il faut s'accrocher, ça je vous le garantis, pour pouvoir casser la croûte. Voilà.